Le tribunal bourdonnait d'anticipation. Les avocats remaniaient des dossiers, les spectateurs chuchotaient et un coup de marteau résonnait faiblement depuis une autre salle. La juge Eleanor Hayes était assise sur le banc, son regard professionnel. Un autre cas, un autre accusé. Le huissier annonça « L'État de Louisiane contre James Anderson ». Eleanor jeta un œil au dossier. Agression, vol, résistance à l'arrestation. Encore une âme perdue dans le système, pensa-t-elle, jusqu'à ce que l'accusé entre. Son monde bascula. L'homme enchaîné n'était pas un inconnu, c'était James, son James. Les souvenirs affluèrent, courses de vélo dans les rues poussiéreuses de Hammond, discussions nocturnes sous son magnolia, promesses d'enfance de toujours se soutenir. Mais maintenant, ses épaules voûtées et son visage marqué portaient le poids des années. Ses yeux, cependant, étaient incontestables. Eleanor sentit son emprise sur le marteau vaciller. Pour la première fois dans sa carrière, elle hésita. James croisa brièvement son regard. Une reconnaissance scintillait avant qu'il ne détourne les yeux. Eleanor se força à parler. « Monsieur Anderson, vous êtes accusé d'agression et de vol. Comment plaidez-vous » Sa voix, rauque et méconnaissable, répondit « Non coupable, votre honneur ». Son cœur battait fort. Que lui était-il arrivé? Comment leur vie avait-elle divergé si drastiquement? Alors que le procureur commençait sa déclaration d'ouverture, l'esprit d'Eleanor dérivait vers Hammond, en Louisiane, où ils avaient grandi de part et d'autre de la ville. Sa maison familiale était modeste mais soignée, tandis que celle de James était usée et entourée de champs. Leur amitié était une anomalie dans leur ville ségrégée, née d'une rencontre fortuite près d'un ruisseau. Elle l'avait aidé à démêler sa ligne de pêche, et de ce petit acte étaient nées des années d'aventures secrètes. « Eleanor, avait dit James une fois sous les étoiles, tu penses jamais à quitter cet endroit, aller quelque part où les gens ne nous regardent pas bizarrement parce qu'on est assis ensemble ?» Elle avait ri, balayant l'idée, mais James était sérieux. Même à l'époque, il voyait le monde tel qu'il était, un lieu qui faisait rarement de la place pour quelqu'un comme lui. Leur lien s'était approfondi malgré les regards et les murmures, mais la pression était toujours là. Un jour, elle céda. L'été avant le lycée, son père les surprit en train de parler sur le porche. « Eleanor, rentre !» avait-il dit sèchement. Elle hésita, regardant James. « Vas-y !» chuchota-t-il. Elle obéit, et ils ne se revirent plus jamais. Peu après, sa famille déménagea, et elle se plongea dans ses études, déterminée à échapper aux limitations de Hammond. La faculté de droit suivie, alimentée par des rêves de justice. Mais elle n'oublia jamais James, ni le courage qu'il lui avait montré étant garçon. Maintenant, assise sur le banc, Eleanor se demandait ce qu'il était devenu. Son casier mentionnait des délits mineurs, vol à l'étalage, vagabondage, mais rien de violent. Était-il coupable de ce crime, ou y avait-il plus à l'histoire? Le procureur décrivait l'affaire. James aurait agressé un commerçant lors d'un vol, emportant de l'argent et se faisant arrêter à proximité. L'avocate de la défense, Lisa Porter, soutenait que James maintenait son innocence et que les preuves n'étaient pas aussi solides qu'elles le semblaient. Le procès commença avec le témoignage du commerçant. Il affirmait avoir vu un homme correspondant à la description de James sauter par-dessus le comptoir et attaquer la caissière. Sous contre-interrogatoire, Lisa exposa les faiblesses de son témoignage. « Vous avez dit que l'homme portait un sweat à capuche rouge. Avez-vous vu clairement son visage ?» demanda-t-elle. « Pas vraiment, admit-il. Il faisait sombre et la capuche était levée. » Lisa insista. « Alors vous ne pouvez pas identifier de manière définitive mon client comme l'attaquant ?» Il vacilla. « Non. » Eleanor vit James redresser légèrement les épaules, comme si l'espoir s'était insinué. Ensuite, des images de surveillance granuleuse montrèrent une silhouette en sweat à capuche rouge entrant dans le magasin. L'accusation affirmait que c'était James, mais la vidéo était trop mauvaise pour confirmer. L'alibi de James, rentré à pied chez lui depuis chez un ami, manquait de témoins à l'appui, car l'ami refusait de témoigner par peur. Au fur et à mesure que le procès progressait, Eleanor se sentait déchirée. Elle était censée être impartiale, mais ses souvenirs de James troublaient son jugement. Elle voulait des réponses. Pourquoi sa vie avait-elle pris ce tournant? Qu'est-ce qui l'avait amenée ici? Pourtant, elle ne pouvait pas agir sur ces questions. Toute tentative d'intervention compromettrait l'affaire. Et sa carrière? Le tournant survint lorsque Lisa fit venir à la barre l'officier Daniel Harris,
l'officier arrêtant. Sous l'interrogation de Lisa, Harris admit avoir arrêté James sur la base d'une description vague. Homme noir, la quarantaine, vêtements sombres, malgré le suspect dans la vidéo portant un sweat à capuche rouge. Aucun sweat à capuche n'avait été trouvé en possession de James et aucune recherche n'avait été effectuée. Lisa le pressa davantage. Au moment de l'arrestation, M. Anderson a-t-il clamé son innocence ? Oui, répondit Harris à contre-cœur. Avez-vous enquêté sur sa réclamation ? J'ai suivi le protocole, dit Harris sur la défensive. Sa crédibilité s'effondra. Le témoin suivant de Lisa était un analyste judiciaire qui témoigna que l'horodatage des images de surveillance avait été altéré et que la silhouette dans la vidéo ne correspondait pas définitivement à la taille ou à la carrure de James. L'inquiétude du jury grandit. Enfin, James prit la parole. Sa voix, bien que tranquille, était empreinte de sincérité. « J'ai fait des erreurs, admit-il, mais je n'ai pas fait ça. Cette nuit-là, je rentrais simplement chez moi. La police m'a arrêté parce que je correspondais à la description. C'est toujours comme ça qu'ils voient les choses. Je veux juste que la vérité compte. » Eleanor ressentit le poids de ces mots, un plaidoyer non seulement pour la justice, mais pour la dignité. Le jury délibéra pendant des heures. À leur retour, le président annonça « non coupable ». Le tribunal explosa. Le marteau d'Eleanor rétablit l'ordre. Les épaules de James s'affaissèrent de soulagement, bien que son visage restât impénétrable. « Le jury a parlé », déclara Eleanor. « Monsieur Anderson, vous êtes libre de partir. L'audience est levée. » Alors que le tribunal se vidait, James s'approcha d'elle. Son expression était réservée. « Pourquoi n'avez-vous rien dit ?» demanda-t-il doucement. « Vous me connaissiez. » La gorge d'Eleanor se serra. « Je ne pouvais pas, » dit-elle. « Cela aurait compromis l'affaire. Je devais être équitable. » James l'observa, son visage un mélange de douleur et de compréhension. « Équitable, » répéta-t-il amèrement. « Le monde n'a jamais été équitable, pas pour des gens comme moi. » Elle acquiesça, la culpabilité serrant sa poitrine. « Vous avez raison, j'aurais dû en faire plus. À l'époque et maintenant, je suis désolé. » James soupira. « Nous étions des enfants, nous ne savions pas mieux. Mais vous savez maintenant, n'est-ce pas ? » « Oui, dit-elle, sa voix ferme. » Il acquiesça faiblement et s'éloigna. Eleanor le regarda disparaître à travers les portes du tribunal, le cœur lourd. Elle avait respecté la loi, mais la justice semblait insaisissable. Le procès révéla une vérité plus profonde. Le système n'était pas infaillible, et les vies étaient façonnées par des forces bien plus grandes que tout verdict. En quittant le tribunal ce soir-là, le soleil jetant de longues ombres sur les marches du palais de justice, elle fit un vœu. Elle ne pouvait pas changer le passé, mais elle utiliserait sa position pour s'assurer que l'avenir offrirait plus que de vaines promesses d'équité. Ce serait difficile, peut-être impossible, mais elle le devait à James et à elle-même d'essayer.